Son uniforme n'était pas qu'un tissu, c'était un symbole, une vie entière tissée de devoirs, de silence, de respect. Mais ce matin-là, au cœur d'un petit parc municipal balayé par le vent de novembre, ce symbole allait être souillé. Un groupe clairsemé était rassemblé devant le mémorial des anciens combattants de Melridge, une ville moyenne de la côte Est, paisible en apparence. La cérémonie de commémoration battait son plein. Pas de grande fanfare, pas de parade, juste quelques chaises pliantes, une gerbe de fleurs sur un piédestal de marbre et des visages marqués par le temps. Parmi eux, il se tenait droit, comme un chêne centenaire malgré les années. Gérald Gunny Voltrin, 73 ans, ancien adjudant-chef des Forces Marines, portait encore ses décorations comme un devoir silencieux. Navy Cross, étoile de bronze, plusieurs Purple Hearts, son torse racontait une vie de sacrifice. Son uniforme bleu profond, impeccablement repassé, captait la lumière du matin. Le col ajusté, les gants blancs, sans une tache, les chaussures lustrées comme des miroirs. Un contraste frappant avec sa démarche parfois hésitante, vestige d'un éclat d'obus resté trop près. Il ne venait pas pour être honoré, il était là pour ceux qui ne pouvaient plus l'être, ceux dont les noms gravés dans la pierre sous ses pieds résonnaient encore dans ses cauchemars. Depuis sa retraite, Gunny vivait seul, dans un petit appartement toujours impeccable. Il consacrait ses journées à la caserne locale, aidait les jeunes recrues à se préparer pour l'inconnu, polissait ses médailles chaque semaine, non par vanité, mais en souvenir de ceux qui ne rentreraient jamais. Ce rituel, c'était sa prière. Ce jour-là, tout semblait se dérouler dans le calme. Le maire de Melridge lisait un discours standard évoquant la gratitude de la nation, les valeurs communes, le devoir de mémoire. Gunny, derrière lui, restait immobile, les mains jointes dans le dos, le regard droit. De l'autre côté du parc, un petit groupe de manifestants s'était formé. Pancartes à la main, visages tendus, slogans criés à intervalles réguliers. Ils protestaient contre une récente intervention armée à l'étranger. Ce n'était pas la première fois. Et Gunny, malgré ses convictions, acceptait leur présence. Le droit de s'exprimer, il l'avait défendu, même s'il déplorait la manière. Mais il y a des lignes invisibles qu'on ne franchit pas. Et ce jour-là, un homme décida de les pulvériser. Il s'avança seul, quittant les rangs des manifestants. Jeune, vêtu de noir, les traits déformés par une rage sourde. Il marcha d'un pas ferme vers le cœur de la cérémonie, tenant quelque chose de dissimulé dans son manteau. Les agents de sécurité municipale, deux retraités bénévoles, visiblement dépassés, le virent trop tard. Alors que le bugle entamait les dernières notes du silence, il hurla, brisant l'instant sacré. « Cette mascarade est une honte. Vos guerres sont des crimes, vos uniformes des drapeaux de haine. » Gunny se retourna lentement, sans quitter sa posture d'attention. Son regard croisa celui du jeune homme, mais il ne montra ni peur ni colère. Juste une immobilité totale, une digue silencieuse face à la tempête. Le manifestant hurla. « Vous méritez ça !» Il secoua une petite bombe à aérosol et d'un geste brutal, projeta son contenu. Un arc écarlate fendit l'air. La peinture rouge, épaisse, éclaboussa l'uniforme de Gunny, coulant sur les insignes, s'imprégnant dans les fibres comme du sang. Un silence glaçant suivit, puis un cri étouffé. La foule avait vu. Le maire recula d'un pas. Les anciens combattants restèrent dos figés, choqués, les yeux écarquillés. Gunny, lui, ne broncha pas. Il ne cligna même pas des yeux. Il se contenta de les fermer un court instant. Et sur son visage, on vit passer quelque chose de plus profond que la douleur. Un chagrin ancien, enfoui, réactivé. La peinture ruisselait sur ses gants, s'infiltrant entre ses doigts, éclaboussant ses chaussures d'un rouge grotesque. Le manifestant leva le poing, triomphant. « Plus jamais de tueurs en uniforme !» cria-t-il. Les deux agents de sécurité finirent par réagir maladroits, mais déterminés. L'homme ne résista presque pas. Il souriait, sûr d'avoir accompli son but. Autour de lui, la cérémonie avait explosé. Des murmures choqués, des regards en feu, des gestes hésitants. Le maire tenta d'approcher Gunny avec un mouchoir, un mot d'excuse. Mais l'ancien marine leva doucement la main. « Je vais bien ?» dit-il d'une voix rauque mais ferme. Ses yeux, eux, brûlaient d'un feu glacé. Il baissa les yeux vers son uniforme. Ce n'était plus du tissu, c'était un affront incarné, une trahison en couleur, une attaque contre tout ce que représentait ce bleu profond. Lentement, méthodiquement, il défit les boutons de sa veste. Il savait qu'elle était perdue. Mais plus que la veste, c'était ce qu'elle symbolisait qui venait d'être piétiné. Il sortit un vieux téléphone pliable, encore d'usage. Il ne composa pas le numéro de la police municipale, déjà débordée par les événements. Non,
Il alla dans ses contacts. Un seul nom, presque jamais utilisé. Une ligne directe pour des situations graves, très graves. Poste de commandement d'urgence Marforce, officier de permanence, ici capitaine Hemsley. Identifiez-vous. Ici, adjudant-chef Gérald Vautrin, marine à la retraite, code d'authentification Delta 4 Zulu. Je déclare une alerte rouge. Lieu, parc du mémorial des combattants, centre-ville de Melridge. Uniforme de cérémonie agressé en public lors d'un événement officiel. Auteur maîtrisé. Risque accru d'incidents similaires. Demande d'évaluation immédiate. Un silence tendu. Puis la voix au bout du fil, soudain plus grave. Reçu. Adjudant-chef Vautrin. Protocole d'alerte rouge enclenché. Une unité en exercice urbain se trouve à moins de 20 km. Préparez-vous à une intervention rapide. Est-ce que vous êtes blessé? Négatif, capitaine. Juste mon uniforme et ma patience. Reçu. Tenez bon. Le corps est en route. Guenille raccrocha. Il glissa le téléphone dans sa poche. Il savait ce que cela signifiait. Pas quelques officiers en civil. Non, une présence robuste, une réponse visible, et sans ambiguïté. Il leva les yeux, la foule restait là hébétée. La police s'efforçait de contenir les restes du groupe de manifestants. Mais bientôt, la ville allait comprendre ce que voulait dire ne pas laisser une offense impunie. 8 minutes passèrent, puis 9. Et soudain, dans le silence étrange qui enveloppait encore le parc, un son se glissa entre les arbres. Un battement sourd et régulier, presque organique. Le bourdonnement des rotors, puis un autre, plus fort, plus proche. Les regards se tournèrent vers le ciel. 2 hélicoptères d'assaut survolaient les immeubles du centre-ville, volant bas, précis, implacables. Ils passèrent au-dessus du parc dans un grondement de tonnerre contrôlé, ralentissant volontairement, imposant leur autorité comme des aigles d'acier marquant leur territoire. Ce n'était pas un défilé, c'était une démonstration. Presque simultanément, des véhicules militaires surgirent de plusieurs axes autour du parc. Pas de sirène, pas de gyrophare, juste le roulement puissant et méthodique de pneus blindés sur l'asphalte. Des Humvee, des véhicules blindés légers et plusieurs camions de transport lourds. Les gens reculèrent, stupéfaits, certains saisissant leur téléphone pour filmer. Les manifestants, eux, se figèrent, le visage blême. En moins de 2 minutes, tout le pâté de maison fut bouclé. Un cordon militaire se mit en place avec une efficacité glaçante. Des Marines, en tenue de combat complète, descendirent de leurs véhicules en silence, formant une ligne disciplinée autour du parc. Pas un mot, pas un cri, juste une présence écrasante, ordonnée, professionnelle. Leurs fusils restaient pointés vers le sol, mais personne ne doutait qu'ils étaient prêts à réagir si besoin. Les agents de police municipale, débordés et désorganisés, se retrouvèrent doucement mais fermement écartés du périmètre. Un capitaine des Marines, visiblement en charge du détachement avancé, s'approcha du commandant de police, l'air résolu. « Monsieur, dit-il d'un ton poli mais sans appel, le corps des marines des États-Unis assume temporairement la sécurité de cette zone suite à l'agression publique d'un vétéran décoré. Nous coordonnerons avec vos services, mais notre priorité est claire, protéger nos personnels, actifs ou retraités, et garantir la dignité de ce mémorial. » Le commandant hocha la tête sans discuter. Il savait qu'il n'avait pas le pouvoir ni la légitimité de s'opposer à une telle opération. Quelques instants plus tard, un véhicule MRAP s'immobilisa devant l'entrée principale du parc. Une silhouette en sortit. Un homme d'une 60aine d'années, grand, athlétique, le visage marqué par les années de service mais le regard encore plus dur que l'acier de son casque. C'était un colonel, le commandant de l'unité expéditionnaire. Il s'appelait Duncan Kessler. Il avança d'un pas résolu, son uniforme parfaitement ajusté, chaque médaille à sa place. Lorsqu'il arriva face à Guenille Vautrin, toujours debout, les gants tachés de rouge, le torse encore maculé de peinture, il marqua un arrêt. Et dans un silence solennel, il leva la main pour saluer. Un salut impeccable, long, chargé de respect. « Adjudant, chef Vautrin », dit-il d'une voix ferme, grave et contrôlée. « Je suis le colonel Kessler, commandant la 39e unité expéditionnaire des Marines. J'ai été informé de l'agression dont vous avez été victime. Au nom du corps, je vous présente nos excuses les plus profondes pour l'outrage que vous avez subi. Cet acte ne restera pas sans réponse. » Guenille rendit le salut. Son visage restait figé, mais un bref éclat passa dans ses yeux. De la reconnaissance, de la dignité restaurée. Le colonel se tourna alors vers ses officiers. Sa voix porta loin, assez pour que les élus locaux, les citoyens choqués et les manifestants muets l'entendent. Le corps des Marines ne tolère ni l'agression de ses membres, qu'ils soient actifs ou retraités,
ni la profanation de son uniforme, surtout pas le jour du souvenir. Chaque décoration sur cette veste raconte une histoire de sacrifice, pas de propagande. Chaque pli de ce tissu porte le nom de ceux qui ne sont jamais revenus. Il désigna le maire qui s'approchait avec hésitation. « Monsieur le maire, dit-il calmement, tout en gardant ce ton sec qui figeait l'air autour de lui, nous respectons le droit à la protestation pacifique. C'est un droit que nos hommes ont défendu. Mais votre ville a failli à protéger ses vétérans en ce jour sacré. Cet incident aurait pu être évité. Il ne se reproduira pas. » Le maire balbutia un accord. Il était visiblement dépassé, pris entre la peur de la polémique publique et la conscience aiguë de l'humiliation civique subie. Le colonel poursuivit. « Major Levinson, assurez-vous que le contrevenant soit poursuivi avec tout le poids de la loi fédérale. Nous suivrons personnellement la procédure jusqu'au bout. Obtenez une évaluation complète des dommages causés à l'uniforme de l'adjudant-chef Vautrin. Si cet homme agit au nom d'un groupe, ce groupe sera tenu pour responsable et facturé intégralement pour le remplacement au tarif de cérémonie officielle. » Il se tourna vers Guenny. « Vous recevrez un nouvel uniforme sur mesure, livré avec les honneurs. » Guenny hocha la tête sans répondre. C'était plus qu'assez. Un escadron d'honneur s'approcha doucement. L'un d'eux déploya un drap immaculé sur lequel Guenny déposa sa veste avec une lenteur presque religieuse. Le rouge s'y imprimait déjà. 2 autres Marines l'accompagnèrent vers un véhicule militaire pour l'éloigner du parc, non pas comme un blessé, mais comme un homme d'État protégé. Le silence qui régnait dans le parc était désormais total. Pas un mot ne sortait des lèvres des anciens manifestants, figés, certains en larmes, d'autres tremblants, tous dépassés par l'ampleur de ce qu'ils avaient déclenché. Mais ce n'était pas encore la fin. L'image du vieil homme escorté par un escadron de Marines, le torse encore couvert de peinture, traversant lentement le parc sous le regard silencieux de la foule, fit le tour du pays. Les vidéos captées par des témoins se répandirent sur les réseaux sociaux à une vitesse fulgurante. Ce n'était pas qu'une scène, c'était une onde de choc. Dans les heures qui suivirent, les débats enflammaient les écrans. Liberté d'expression ou profanation, manifestation ou agression, respect dû aux vétérans ou dénonciation d'un système. Les lignes idéologiques étaient tracées, mais au milieu de tout ce vacarme, un fait demeurait incontestable. Quelque chose de sacré avait été piétiné. Le manifestant, un certain Kevin R., 25 ans, sans antécédents majeurs mais très actif sur les réseaux militants, fut placé en garde à vue. La justice fédérale s'empara de l'affaire, considérant l'agression d'un ancien militaire décoré, en uniforme, lors d'un événement officiel, comme une circonstance aggravante. Des charges d'agression aggravée, d'atteintes symboliques et même de crimes motivés par la haine furent évoqués. L'organisation informelle à laquelle il était affilié tenta de prendre ses distances, mais le mal était fait. Leur nom était désormais associé à une gifle lancée au visage d'un héros. Pendant ce temps, les Marines restèrent déployés dans Melridge pendant toute la journée du souvenir. Pas comme une force d'occupation, mais comme une barrière de dignité. Leur présence calma les tensions. Les autres commémorations prévues en ville se déroulèrent dans un silence respectueux, sous la garde vigilante de ceux dont l'uniforme avait été bafoué. Dans son petit appartement, Guenny Vautrin passa la soirée seul, comme à son habitude. Sa veste souillée avait été remise au service de préservation du patrimoine militaire qui allait tenter l'impossible, la restaurer. Mais au fond, il savait qu'aucun nettoyage ne ferait disparaître ce que cet acte avait inscrit sur la toile. Ce n'était pas une tâche, c'était un témoignage. Il reçut la visite du colonel Kessler en personne 2 jours plus tard. L'homme ne venait pas les mains vides. Il tenait un coffret noir, sobre et fermé par un ruban de soie rouge. À l'intérieur, une veste neuve, parfaitement taillée, chaque décoration repositionnée avec exactitude. Le tissu sentait encore l'atelier militaire, mélange d'amidon, de laine et de respect. Avec elle, une lettre officielle du commandement général des forces Marines et une autre manuscrite du maire de Melridge. Dans cette dernière, l'édile exprimait ses excuses et annonçait la création d'un fonds pour la préservation des cérémonies patriotiques. Guenny lut la lettre sans rien dire. Puis il regarda longuement la veste, il la toucha avec délicatesse, comme on toucherait une cicatrice refermée. Il ne la porterait pas tout de suite, pas par colère, par respect. Il avait besoin de temps. Le mois suivant, il retourna au mémorial. Un matin froid, avant l'aube, personne n'était là. Juste le vent, quelques feuilles mortes et les noms gravés sur le marbre.
Il posa une main gantée sur la pierre, ferma les yeux et resta ainsi de longues minutes. Puis il s'éloigna sans un mot. Il n'était pas là pour se montrer. Il était là pour ceux qui ne pouvaient plus revenir. L'histoire fit le tour des États-Unis. Des journaux conservateurs comme progressistes publièrent des tribunes. Certains dénonçaient une dérive militariste. D'autres applaudissaient la réaffirmation de principes essentiels. Mais au-delà des discours, une vérité s'était imposée. Une agression contre un vétéran, aussi symbolique soit-elle, n'est jamais un simple fait divers. C'est un coup porté à la mémoire. Une tentative de briser quelque chose qui unit, au-delà des opinions. Guenny ne donna jamais d'interview. Il refusa les invitations à la télévision, déclina les offres d'éditeurs. Il n'avait pas besoin de parler. Son silence avait déjà tout dit. Dans les mois suivants, son acte discret, son sang-froid et sa dignité dans l'épreuve lui valurent une décoration honorifique supplémentaire. Mais ce fut surtout dans les cafés des petites villes, dans les réunions de vétérans, dans les postes de commandement et même dans les académies militaires que son histoire devint une légende. Celle d'un homme seul, debout, face à la colère, et de tout un corps surgissant pour le relever. Le nouveau code d'instruction des recrues du camp Blakemore, en Virginie, inclut depuis peu un module intitulé « Respect de l'uniforme cas voltrien ». Ce n'était pas pour apprendre la vengeance, c'était pour comprendre la ligne, celle qu'on ne franchit pas, celle que les Marines, qu'ils soient en service ou à la retraite, défendront toujours. Et dans son salon, au mur, Guenny accrocha une photo. On y voyait une silhouette droite au milieu d'un parc, le torse éclaboussé de rouge entouré d'un cordon de soldats en silence. La légende, écrite à la main, disait simplement « Ils ont touché à l'uniforme, le corps a répondu. Abonnez-vous à ma chaîne si, vous aussi, vous pensez qu'une attaque contre l'uniforme est une attaque contre nous tous, et que nos anciens combattants méritent un bouclier d'honneur aussi solide que leur propre sacrifice. »